Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Santé Nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Martine Félide, qui est psychologue. Je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour Mireille, bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invitée pour cette émission. Alors, je suis psychologue de formation, de profession. J'exerce en libéral et spécialisée en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Et j'accompagne également des couples et des adultes, parce que comme j'aime à dire, les enfants ont des papas et des mamans. Voilà. Bien. Eh bien, merci pour la présentation et puis d'avoir répondu à notre invitation. Je trouve ça formidable. Alors, on va un peu parler de psychologie sur le département. Je pense que c'est pas quelque chose de trop. Tout d'abord, j'ai bien cru comprendre que vous avez une petite rencontre là que vous allez faire bientôt pour parler de psychologie et de sexualité. Je vous laisse présenter cette partie. Oui, c'est vrai. Je me lance dans une belle aventure. La sexualité, c'est un sujet qui est tabou. Et j'ai envie qu'on en parle de manière plus libre. Et donc, j'organise dimanche 22 sur un site au Gros Morne un beau cantage parole, parlons sexualité en famille, entre amis, en couple. Et ce sera l'occasion donc de pouvoir échanger sur sexualité d'hier et d'aujourd'hui, parce que on a des représentations par rapport à hier, Oui. On a ce qu'on voit également aujourd'hui, donc avec tout ce que ça va comporter d'échanges Et de choc. Et de richesse et de partage. Et puis dans un deuxième temps, je vais proposer aussi un atelier d'échange sur et toi, c'est quoi pour toi la sexualité ? Parce que je pense que quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est un parent, voilà, on n'a pas forcément ce même regard sur la sexualité. Moi, en tant que psychologue, j'ai mon approche. Je suis pas sexologue, mais je pense que la sexualité, c'est d'abord un rapport à soi, un rapport au corps. Mais je ne vais pas trop en dire. Non, il faut pas trop en dire. Donc, ce sera en collectif au départ. Oui, là, c'est ça. C'est un échange collectif, donc dans un lieu idyllique, Kaigabi et Gabou. Donc, c'est un grand parc au bord de la rivière. Donc, ce qui permet de sortir un peu des formules de conférences, etc. Voilà. Ce que j'ai voulu aussi mettre en avant, c'est qu'on a tous quelque chose à dire sur ce sujet, et c'est pour ça que je veux qu'il se soit sorti un petit peu de cette image que la sexualité c'est tabou. On peut en parler, et puis aussi de partager. De partager, parce qu'on peut avoir une représentation, on peut même avoir des idées préconçues, comme on dit, et puis d'entendre les autres pouvoir s'exprimer autrement sur ce sujet. Je pense que ça va permettre d'ouvrir des possibles et puis de lever beaucoup de freins, beaucoup de représentations, beaucoup de souffrances aussi, beaucoup de douleurs, parce que c'est un sujet qui selon moi, est assez central dans notre développement psychologique. Et on a tendance beaucoup à en parler quand on parle de santé sexuelle. Donc on va plus vers de la prévention, on va plus vers tout ce qui est savoir se protéger. Mais dans le rapport de la personne et de l'être humain par rapport à sa sexualité, ça on y va moins, parce que ça reste intime, ça reste tabou. Et la petite parenthèse, c'est qu'on est sexué dès la sortie du ventre de notre maman. Voilà. C'est ce qu'on aime à dire. Et d'ailleurs, quand on regarde certaines images, on voit déjà le bébé avec son pouce dans la bouche et tout, et sa position. Mais c'est vrai nous avons reçu ici des sages-femmes aussi auparavant, qui effectivement donnaient la partie protection et tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie psychologique, tout ce qui est qui ramène à la sexualité. Nous avons une sage-femme sexologue qui a parlé de beaucoup de choses intéressantes la dernière fois. Et c'est vrai que ça réveille quand même une partie des questions qu'on se pose ou qu'on entend poser autour de nous. Parce qu'en collectif, c'est vrai que tu vas avoir des réponses ou des attitudes, des postures. Et puis peut-être qu'après un atelier individuel, on va dire, bon, moi, j'ai pas trop osé parler parce qu'on va me traiter de cochonne. Ou on va penser que je suis ci, je suis ça. Ça va donner aux gens une image que peut-être qu'on n'a pas envie de véhiculer. Donc le collectif, il y a cette petite partie que... Je vais laisser l'autre parler. Mais je vais écouter, je vais entendre, et puis je vais me rendre compte que je ne suis pas la seule dans le cas. C'est ça. Et je vais aussi pouvoir faire circuler la parole. Ça fait du bien. Il y a une dernière petite partie que je laisse en suspens. C'est un quiz, un jeu quiz, avec pas de voyage à gagner. Mais plein de questions qui sont pas forcément abordées,
et qui moi-même permis de me rendre compte que j'en connais pas forcément grand-chose sur la sexualité. C'est quelque chose. Et donc l'approche, c'est vraiment une approche relationnelle, voilà. Parlons sexualité, je pense qu'il faut parlons en parler relationnel. parce qu'en ce moment, on est à l'heure du consentement. On est à l'heure des lois qui sont en train d'être votées. Moi, ça m'avait interpellée parce que quand j'étais plus jeune, par rapport à un stage que j'avais fait, j'ai jamais oublié. D'ailleurs, je me suis dit, en tant qu'adulte, je vais chercher à rencontrer toutes celles qui étaient en même temps que moi et qui sont allées sur ce lieu de stage parce que c'était très limite au niveau de la posture de celui qui était censé faire du tutorat. Et après, en tant qu'adulte, je me suis dit, mais certaines d'entre nous sommes plus fortes que d'autres. Et ça, on l'a depuis l'adolescence, mine de rien. Donc, on peut avoir certaines qui se sont défendues d'une façon et peut-être que certaines se sont quand même fait avoir. Cette réflexion est venue et je me suis dit, cette démarche, je vais la faire parce que ça vient pas comme ça. C'est bien de dire que c'est la partie adolescent et enfant parce que ça nous construit. Moi, je sais qu'après ce stage, j'avais changé. J'avais une partie de moi qui était en mode défensif et en mode de combat parce que j'avais senti qu'il y a des limites qui avaient été dépassées et que j'avais pu réagir parce que je ne m'étais pas laissé faire. Et derrière, vu la manière, la posture que j'avais eue et tout, c'est après que j'ai réfléchi. Sur le moment, on ne pense pas. Sur le moment, je m'étais dit, je vais me taire parce que si je le dis, mon père, il va être en prison parce qu'il va carrément aller et ça va mal se passer. Et après, au fil des années, en étant soignant, on commence à réfléchir et à se dire, mais purée, t'en as pas parlé, mais finalement, il y en a d'autres qui peut-être se sont fait avoir. Et c'est important de libérer la parole. Et je trouve que là, en 2026, on est à l'ère du consentement. Ce truc-là est très important. Au niveau psychologue, moi, je te laisse donner ton avis là-dessus. Parce qu'en attendant, on parle de consentement, mais on peut envoyer une image ou quelque chose, ou même quelquefois rien que sur la partie vestimentaire. Quelqu'un décide que rien que sur ta partie vestimentaire, ça y est, tu es open, tu es OK. Alors que ça veut rien dire, quoi. Alors c'est vrai que c'est aussi un autre sujet de la sexualité, c'est-à-dire tout ce qui est abus sexuel et tout ce qui est violence sexuelle. Et c'est comment aborder la sexualité dans cette dynamique que je vais mettre en place d'échanges hors prisme tabou, pour que cette question puisse être abordée, que la parole puisse être libérée, même aussi dans le versant douloureux. Oui. Voilà. Oui. Si ça Souvent, peut avoir on cet objectif-là, c'est aussi bien. Oui, je pense que... Mais la prévention passe par la connaissance. C'est comme justement le discours sur la sexualité en famille, par exemple, est un discours qui est, voilà, on parle de l'intime, mais pouvoir aborder avec son enfant, pouvoir aborder avec son adolescent cette phase-là de la maturation et psychosexuelle, parce que c'est ça, c'est du développement psychosexuel. Alors, sans être psychologue, mais un parent qui est à l'aise avec sa propre sexualité peut discuter de façon plus ouverte avec ses enfants. Après, en restant bien sûr dans les limites, parce que voilà, l'intimité, la pudeur, ça fait aussi partie mais c'est nécessaire. Du sujet. C'est nécessaire, ça fait l'équilibre aussi, mine de rien. Mais tout ça aussi pour la partie adolescent et jeune enfant, au niveau psychologie, il y en a énormément qui ont basculé ou qui sont en équilibre. Comment est-ce qu'on peut arriver à dire, bon, je vais faire mon enfant consulter un psychologue? Alors, quand il y a une problématique au niveau des adolescents, c'est surtout dans le rapport au corps. C'est-à-dire je suis gros, les autres me repoussent, voilà, il y a de l'obésité, donc je ne suis pas attirant, donc les filles ne me regardent pas, ou bien les garçons ne me regardent pas. C'est vrai qu'à l'adolescence, on est dans cette approche de la sexualité dans une relation à l'autre, et aussi dans la phase de puberté. La phase de puberté qui fait que le corps se transforme, parce qu'on a les hormones sexuelles qui font que on a des poils au niveau du pubis, on a aussi les menstruations qui apparaissent, on a les seins qui apparaissent, et tout ça, cette transformation du corps amène aussi d'autres transformations au niveau sensitif.
Ou, oui, la partie mon corps excité, mon corps dans une attraction sexuelle, voilà, c'est quoi tout ça. Et ce qui fragilise aussi cette période, c'est beaucoup ce qu'on a sur les réseaux, parce que les jeunes sont assez vulnérables. Donc des images qui passent, et je parle pas forcément de pornographie, mais quand je vois certains clips, je trouve que voilà, ça peut être ça peut donner une information sur comment on peut s'approprier son corps et qu'est-ce que ce corps il fait sens dans le relationnel, dans notre société, dans le groupe, voilà. Ça peut être assez perturbant pour certains enfants qui s'interrogent. C'est vrai. Moi aussi, j'ai réagi par rapport à certains clips, effectivement, en me disant que ça peut donner un message pas peut-être, au lieu d'écouter la musique, l'enfant ne va pas, il va plus regarder les images qui, quelque part, ne sont pas appropriées à son âge, et il peut se les prendre. Alors, il peut aussi ne pas faire attention à écouter la musique. Mais n'empêche qu'on est comme ça, plongé dans un environnement où le corps, le rapport au corps, il transmet un message un peu particulier. Et comment ce message-là est perçu par un enfant ou par un adolescent, c'est ça qui m'interroge. Ah oui. Et quand, par exemple, je vois que la jeune femme qui danse, elle est un peu nue, on voit à peu près ses fesses, etc. Et qu'en même temps, maman me dit qu'à l'école, il faut pas que je mette mes fesses dehors, il faut que je fasse attention, c'est quand même deux messages contradictoires. Et donc, je peux comprendre aussi que les adultes et les parents soient un peu en difficulté sur l'accompagnement qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, parce qu'ils ont un discours éducatif. Il y a un discours aussi un peu de dangerosité, parce que quand on parle des dérives un peu de la sexualité avec les abus qu'on peut avoir, oui, ça génère aussi quelque chose qui est de la peur et de l'angoisse. Et donc, on fait de l'éducation sexuelle à partir donc de la peur, c'est-à-dire à partir d'un danger. Et selon moi, ma conviction, d'accord, c'est que la sexualité est quand même une source de vie. C'est quand même une énergie de vie au départ. Tout à fait. Et donc, être dans cette contradiction-là fait que c'est un sujet difficile à aborder, mais qu'on peut l'aborder différemment. Et c'est ce que j'ai envie d'initier lors de cette journée. Bah, c'est bien, parce que c'est important, je pense, de libérer la parole sur ça, parce que tout le monde a un vécu différent. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou pas, ça part aussi dans notre éducation. Tout à fait d'accord. Éducation rigide, éducation un peu permissive, éducation... qu'on le veuille ou pas, on a été formaté pour ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a la partie... la sexualité voyage dans le temps, oui. Parce que ce qu'on pouvait en dire avant qui était pas forcément grand-chose et ce qu'on peut en dire aujourd'hui qui est finalement beaucoup de choses parce qu'il y a des livres, parce qu'on peut en parler, on en parle à l'école, mais c'est de comment on en parle. C'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est la façon d'en parler véhiculer. Et quel message on veut transmettre quand on parle de sexualité. C'est pour ça que je parlais de santé sexuelle, où voilà, l'infirmière qui intervient en santé sexuelle, elle intervient pour un aspect bien particulier. Après, l'aspect psychologique, pour moi, c'est autre chose, c'est le rapport au corps, le rapport à soi et le rapport à l'autre. Et derrière ça, c'est la construction du couple, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que être amoureux, parce que quand tu as des enfants qui à 3 ans te disent j'ai un petit chéri, je suis amoureux, il m'a fait des bisous. Alors c'est soit tu le regardes et tu l'entends et puis tu souris parce que tu vois que ou soit tu projettes dessus quelque chose qui est plus adulte et tu transmets un discours, comment à ton âge, voilà. Et donc ça, à partir de ce discours-là, ça peut tout bloquer, c'est-à-dire que l'enfant peut commencer dès 3-4 ans, soit à se dire que mais c'est naturel, c'est normal, ou bien soit à se dire faut que je fasse attention. Ah oui, vu comment les parents réagissent, voilà, je vais me taire. Et c'est ça qui peut être aussi le nid de problèmes, parce que la prévention, c'est de pouvoir être aussi soi-même en réaction par rapport au regard, par rapport aux messages qui passent et par rapport aux choses que le corps nous dit non, c'est pas bien, je vais aller le dire à mon papa ou ma maman.
Oui, mais je pense que c'est important d'essayer, même ceux qui ont du mal, parce que mine de rien, on le dit comme ça, mais quand on est déjà en mode frais, que l'enfant sort ça et puis que on part un peu à l'envers dessus, je dirais que c'est justement, comme tu dis, c'est peut-être le moment d'essayer de se dire, bon, je prends un peu de recul. Au contraire, puisque l'enfant est en train de dire ça, je vais discuter avec lui, surtout lui dire, bon, ben, il y a ça, ça, ça. Alors, commencer à ouvrir la porte, parce que le chemin, le discours est ouvert. Il faut profiter. C'est facile à dire pour toi et pour moi, parce que voilà, pour nous, c'est facile parce que on est, on est plus aguerris, et puis on est sur le terrain, et puis voilà. Mais quand vous avez des parents qui eux-mêmes ont été éduqués dans la sexualité, c'est tabou, la sexualité, c'est ça, la sexualité, c'est dangereux, la sexualité, c'est... Voilà. Bah, c'est ce qu'ils vont transmettre. C'est ce qu'ils vont transmettre. Et de plus en plus, j'ai aussi des personnes qui me disent « Je ne sais pas comment aborder ce sujet avec mon enfant. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dessus ?» Et je trouve ça... C'est génial. Voilà. De pouvoir le dire. De pouvoir le dire, de pouvoir... Et puis demander de l'aide, pouvoir demander de l'aide. Exactement. Et c'est vraiment pour moi mon objectif, c'est prévenir. Et ça passe par une libre expression sur ce sujet-là. Je trouve que maintenant, c'est génial. Ça a changé. Cette ouverture-là que nous avons maintenant, c'est de pouvoir dire qu'on a la possibilité de demander de l'aide à plusieurs niveaux, à plusieurs personnes, à ceux qu'on veut. Mais c'est là. Parce qu'à un moment, on était quand même un peu isolés sur ça, puis on restait sur notre partie éducation. Et après, bon, les enfants, qu'on le veuille ou pas, ils restaient formatés par rapport à nous. Et on parle des enfants, mais tu sais que c'est à tous les âges. Parce que la sexualité également chez la personne âgée, à arriver à un certain âge de ménopause, et puis aussi même dans un fonctionnement de couple, des problématiques de libido, voilà, des problématiques qui peuvent aussi impacter sur la durabilité du couple. Voilà. Mais on peut prendre l'exemple de personnes à partir de même 60 ans, quand on leur demande depuis quand ils ne sont pas allés chez un gynéco. Mais moi, à mon âge, je ne vais plus. Je dis, mais vous êtes encore jeune, il faut y aller, quoi. Ça montre quand même les choses. Ça montre des choses et ça montre que la sexualité est beaucoup abordée uniquement dans la partie génitale. Uniquement dans cette partie génitale, c'est-à-dire les seins, d'accord, la partie génitale. Et même cette partie-là n'est pas très connue. Parce que j'aime bien, les sages-femmes le disaient. Voilà, n'est pas très connu parce que quand on vous parle du sexe féminin, d'accord, je sais pas si tout le monde est au fait de ce que c'est qu'un clitoris. Voilà. J'ai bien aimé parce que j'ai déjà reçu 2 fois les sages-femmes sur partie sexualité, partie le corps, l'anatomie, et il y en a une qui était claire là-dessus. À quel moment on a pris un miroir pour dire qu'on se regarde? On regarde le visage, on regarde tout dans le miroir. Mais cette partie du corps, mais on ne va pas le regarder. On ne regarde pas son sexe. Et personne n'a, enfin je dis personne, il ne faut pas généraliser, mais une bonne partie de la population féminine n'a pas le réflexe d'aller prendre le miroir, sauf si on va aller faire l'épilation, le maillot. Mais voilà, c'est vrai que quand elle a dit ça, après, j'ai plusieurs personnes en off qui m'ont dit... Je vais prendre le miroir. Mais j'étais pliée. Finalement, je vais prendre le miroir, je vais regarder mes affaires parce que je ne l'ai pas encore fait. Et ça permet des ouvertures. Des ouvertures, parce que après la sexualité au féminin, ça tourne beaucoup autour de la maternité. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Dans l'acte sexuel également, les hommes qui sont en problématique avec leur performance sexuelle. Mais la sexualité n'est pas qu'une question de performance sexuelle. Et tout cela amène des frustrations. Et peut-être que justement, trop de frustration est aussi source de violence. Donc la violence dans le couple n'est-elle pas à interroger aussi en regardant ce prisme-là, c'est-à-dire le prisme d'une sexualité qui n'est pas une sexualité maturée et maturante, épanouissante dans les couples. Ça peut être aussi... un axe de réflexion. De plus en plus, il y a des thérapies de couple, ça aide aussi. Alors, il y a des thérapies de couple. Pour pouvoir faire cette démarche. Exactement. Il y a également aussi des sexologues, des sexothérapeutes qui sont des professionnels qu'on peut aller consulter pour pouvoir travailler après sur des situations bien spécifiques et des problèmes bien repérés. C'est vrai. C'est
tous ces espèces de messages qu'on véhicule qui peut aider les personnes qui sont en difficulté là-dessus et puis qui n'osent pas. Parce qu'il y a ça derrière. Bon, on préfère aller s'adresser à une femme, il y en a, allez-y. On préfère s'adresser à un homme, vous êtes un homme, allez vers un homme. Maintenant, on a la chance d'avoir la parité. Au niveau des professionnels, il y a aussi bien les hommes que les femmes qui soignent. Et ça, c'est génial parce que ça permet de choisir. On a beaucoup de femmes qui refusent d'aller voir un gynécologue homme parce qu'elles ne peuvent pas. Elles vont dire, moi, il me faut une femme, je préfère parce que j'ai déjà ma posture à moi et je n'arrive pas à être à l'aise avec un homme. On a toutes je sais pas, ces freins et puis toutes ces habitudes. Ah ben, ces freins, ce sont des freins, ce sont des représentations, c'est de la pudeur, c'est de la gêne, c'est de la honte. Tout ça englobe comment on vit sa sexualité. Et si on la vit dans quelque chose qui est enfermant, qui est handicapant, ça, selon moi, freine l'évolution et l'épanouissement de la personne dans tous les aspects. Parce que pour moi, la sexualité, c'est vraiment un rapport à soi. Un rapport à soi. C'est le corps qui se sent à son aise, qui se sent épanoui, qui se sent à l'aise. Et puis après, quand on va beaucoup plus en approfondi dans le rapport sexuel et l'acte sexuel, même la masturbation, il y a des personnes, il ne faut pas leur parler de masturbation, parce que quand on met ça en lien avec la religion, voilà, c'est du péché. Ils sont un chapitre interdit. Voilà, c'est interdit, c'est péché. Alors que comme tu disais, même se regarder, ça fait partie de ton corps, c'est ton corps. Donc, si tu es dans une image de toi-même où tu rejettes cette partie, forcément, sur un plan psychologique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de manière alignée. On est d'accord. Je voulais faire un petit focus aussi sur la partie du parcours, le dispositif, mon parcours psy. Je me suis aperçue qu'il est un peu pas assez connu sur le département, tout comme d'autres dispositifs. Il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées. À un moment, j'avais vu qu'il le disait au niveau des go-chapitres télévisés. Je le voyais en mode de publicité de temps en temps. Après, ça a disparu. Je ne l'ai pas revu, sauf erreur de ma part. Et j'ai poussé ma curiosité à savoir combien de psychologues sont dans le dispositif et j'en ai pas trouvé tant que ça. Et je me suis posé la question, mais pourquoi vous y rentrez pas? Parce que, mine de rien, on en a besoin un peu plus parce que on est quand même dans une partie de la société où de plus en plus on a, je vais pas parler de cognitivité, mais on a des soucis psychologiques. On se dit, bon, celui-là, il a besoin de parler à un psy. Oui. Mais je dis pas psychiatre, je dis psychologue, parce qu'il y a aussi la partie qu'avant, justement, toujours cette éducation, c'était tabou aussi de dire, je vais voir un psychologue, personne ne pouvait vraiment dire, mon aide, mais t'es fou, tu es fou, va à Colson carrément. On avait une image si on disait qu'on allait voir un psychologue, hein. C'était même pas envisageable. Alors, j'ai même eu mes psychologues là, plus fou pas assis. Mais mon Dieu, quant à ça, n'en parlons même pas. Pour la partie psychiatrie, on entend ça souvent, les psychiatres sont plus faux que nous. C'est la première chose qu'on nous répond quand on dit, mais peut-être que tu devrais aller voir un. Ah ben oui, c'est vrai qu'on entend ça. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'est après une bonne trentaine d'années d'expérience en tant que psychologue, il y a eu une très très belle évolution de l'acceptation du psychologue comme professionnel qui peut m'accompagner. Alors c'est beaucoup venu par rapport à la psychologie de l'enfant, faire en sorte que mes enfants soient épanouis. C'est beaucoup venu aussi parce qu'il y a eu le psychologue qui pouvait accompagner les enfants, tout ce qui était orientation scolaire. C'est aussi venu par rapport aux psychologues en milieu de travail. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, le psychologue clinicien qu'on va aller voir en consultation privée, c'est parce qu'on est dans une situation familiale, une situation personnelle, instance de divorce, violence familiale, violence conjugale, et aller voir un psychologue, voilà. On attend peut-être trop. Alors, ça s'est démocratisé finalement. C'est-à-dire on est sorti du Okaïwan psychologue parce qu'au fou, un psychologue est un professionnel qui peut m'accompagner à un moment donné de ma vie, d'accord, où je me retrouve sans solution, où je me retrouve dans le brouillard, où je me retrouve à être submergée par toutes les situations et où je me dis il faut que je me fasse accompagner. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on fait le pas. Après, pourquoi très peu de psychologues sont inscrits dans mon parcours psy ?
c'est parce que le tarif proposé, je pense, Et il n'est pas assez élevé. il n'est pas assez élevé. Quand vous êtes en cabinet et que vous avez vos charges, une consultation à 25 euros, C'est pas représentatif. En tous les cas, c'est un manque de valorisation de la profession. En tous les cas, moi, c'est comme Voilà. ça que je le prends. D'accord. Non, c'est bon à Et savoir. donc, oui, les personnes sont de plus en plus en demande parce qu'il n'y a plus le tabou du psychologue. Mais en même temps, quand vous avez des services, notamment en centre médico-psychologique, en centre médico-psychopédagogique, les services hospitaliers, voilà, Oui, dans la il y a fonction une publique, ouverture, oui. ou bien ou dans l'éducation nationale, eh ben voilà, les psychologues qui sont présents sont peu nombreux également. C'est vrai, Ce qui c'est ce fait que que j'allais dire. il y a une demande qui est forte, mais en même temps, il n'y a pas une réponse qui est apportée. Et tout ne peut pas peser que sur les épaules des psychologues en libéral. Ben, c'est normal. Donc, ce serait bien qu'on augmente le prix de ce dispositif. Alors, ce serait bien même qu'on au augmente niveau le prix local, et puis qu'on puisse avoir une petite dérogation locale. Moi, j'aime bien dire, on a des spécificités locales et puis on a la population derrière et puis on a peut-être aussi des collectivités ou l'agence régionale ou la sécurité. On a plusieurs organismes qui peuvent faire que si la demande est là et qu'on a... Parce que moi, je vois que, par exemple, le bilan de prévention que les infirmiers qui sont ouverts à pas mal de professionnels de santé pour faire, à un moment dans le bilan de prévention, on peut avoir besoin d'orienter le patient vers un psychologue. Et ce dispositif-là de Mon Parcours Psy devrait aider justement dans la partie évolution passerelle du bilan de prévention à apporter l'aide à la population. Donc si maintenant, en augmentant le tarif, on peut avoir plus de psychologues, moi je dis banco, qu'on fasse la demande et puis qu'ils entendent le message. surtout pour des familles qui ne peuvent pas. Ben oui. Parce que une consultation tourne autour de 80 euros en cabinet. Et c'est vrai que ça reste quand même un budget. Et ce que je constate, c'est que la plupart du temps, quand les personnes franchissent la porte de mon cabinet, c'est plutôt pour leurs enfants. Oui. Et je me rends compte que l'adulte a plus besoin. On amène l'enfant, mais il faut aussi qu'on s'amène soit en même temps. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, je sais que j'en ai besoin, j'ai arrêté mes consultations parce que mes enfants n'ont plus besoin que moi. D'accord. Voilà. Ah oui, donc du coup, elle a priorisé les enfants alors qu'elle aussi... Elle en a besoin. Et par rapport à mon approche de psychologue pour enfants, je sais que quand les enfants baignent dans des environnements anxiogènes, avec des conflits plus ou moins latents, plus ou moins larvés, eh ben leur manière de réagir, c'est de manifester des symptômes. Et les symptômes, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être de la démotivation scolaire, ça peut être je m'enferme sur mon écran. Et donc, tous ces signaux d'alerte font que les adultes se disent « Oh, il y a un problème », surtout quand l'école a signalé. Et donc, ils orientent en consultation de cabinet, parce que la liste d'attente est longue par ailleurs. Et moi, le plus souvent, c'est... Voilà, je fais déjà un entretien avec l'adulte. Et pour dire aux gens, quand vous faites votre démarche auprès d'un psychologue, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation d'être dans un suivi régulier. Oui, c'est ça, c'est Une consultation, au bout d'une consultation, il y a des choses qui peuvent être débloquées, pas forcément dans des conseils qui vous seront donnés, mais dans une autre manière de voir et de poser le regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Et quand on pose une parole sur ce qu'on vit émotionnellement, rien que déjà de prendre conscience de ce qu'on vit, de pouvoir faire en sorte que la vision soit moins brouillée, les solutions, elles se retrouvent aussi. Tout à fait. Elles se retrouvent aussi. Et donc, les personnes, elles peuvent être amenées à vous dire, ça m'a fait du bien d'en parler, mais ça m'a fait du bien aussi parce que je les vois plus clair. Oui, à ce moment-là, il n'a pas besoin de revenir. Il n'a pas besoin de revenir. Et s'il revient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a recoincé à nouveau. Et j'ai beaucoup ça, des gens que j'ai vus 2 ou 3 fois et qui reviennent 3-4 ans plus tard. Et c'est tant mieux.
Ah oui. Et c'est tant mieux. Si on sent qu'on est en autonomie et qu'on peut se gérer pendant un certain temps, juste avec une seule séance qui nous a permis de voir les choses de façon plus éclairée, ben pourquoi pas? Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'un suivi plus soutenu parce qu'il y a des problématiques qui sont beaucoup plus lourdes, notamment des problématiques de souffrance au travail, de dépression, des personnes qui sont suivies par un psychiatre et que le soutien psychologique, l'accompagnement psychologique peut être un plus. Et il y a aussi beaucoup d'approches qui sont des approches thérapeutiques autres. Et voilà, des personnes qui s'orientent vers de la kinésio, vers de l'EMDR, voilà, vers d'autres techniques. Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais qu'au cours d'un bilan, je me suis retrouvée dans cette position et qu'effectivement, j'ai tout de suite cherché à savoir combien de psychologues il y avait dans le parcours, parce que j'ai compris qu'il y avait 12 séances et que je crois que le patient ne paie rien. Et c'était une opportunité pour ces patients-là de venir. Normalement, ça devrait, ça aurait dû. Mais malheureusement, comme j'expliquais, je pense que ce qui a freiné aussi, en tous les cas en Martinique, pour ce que j'en sais, le nombre d'inscrits dans ce parcours, mon parcours psy, c'est le coût. D'accord. C'est le coup. D'accord. Mais au moins, on a mis le doigt dessus. Mettons le doigt dessus, on devrait pouvoir évoluer à quelque chose, avoir des propositions, voir comment on peut arriver à... Mais l'association des psychologues s'est saisie aussi du sujet. D'accord. Il y a réfléchi. Et je crois que la présidente, elle a aussi interpellé sur cette question, sur cette partie. On va remettre une couche dessus parce que les 12 séances-là, sincèrement, c'était une belle opportunité pour certains qui vraiment, ça pouvait donner une facilité pour les envoyer parce qu'on donne des consultations open, on donne des passerelles qui vont permettre de faire beaucoup de choses. Mais si face à nous, on a quelqu'un vers qui on devrait orienter, puis que finalement on n'a orienté vers rien du tout, on a un sentiment d'échec. D'échec, oui, de votre côté, oui, je comprends. On est resté, c'est de la frustration parce qu'on sait qu'il va partir et on sait qu'il avait besoin d'aller vers un psychologue et que ça, on n'a pas pu le faire. Et ça reste quand même... Après, ça ne doit pas vous empêcher de poser cette orientation, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui font la démarche. Et qui se dit j'en ai besoin, c'était je n'ai pas d'argent. Moi, c'est ce qu'on m'a répondu. J'ai dit c'est gratuit, donc essayez d'aller au moins une fois. On va voir qui c'est qui est dans le dispositif. Vous allez au moins une fois, et puis vous allez voir si vous avez envie d'y retourner. C'était ça notre discours. Mais on a ce frein-là au niveau des bilans sur cette partie-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de professionnel. Voilà, il est existant, donc il fallait quand même en parler. Et puis un peu, je sais pas, depuis un moment, la partie du burn-out. De plus en plus, on entend parler de burn-out et je trouve que, je ne sais pas si c'est le bon mot qu'on met au mauvais endroit ou etc. Pourquoi tu dis le bon mot au mauvais endroit? Parce que de plus en plus, chaque fois qu'il y a une difficulté quelconque qu'on rencontre, on nous dit oui, mais un tel est en burn-out. Alors, je dis ah ouais, mais c'est toi qui as dit qu'il est en burn-out ou il t'a dit qu'il était en burn-out. Il y a peut-être une facilité aussi d'employer ce mot-là. Comme le stress. Comme le stress. Il y a du stress partout, comme le stress. Et ce qui est dommage, c'est que c'est tellement vulgarisé qu'on passe à côté des fois de problématiques très sérieuses, d'accord, de souffrance au travail, d'accord, de dépression, d'accord, et de stress avéré. Parce que ce sont des situations qui ne sont pas décelables tout de suite. La personne qui est en burn-out, elle est en burn-out depuis très longtemps, d'accord. C'est évolutif. Voilà. Et des fois même silencieux. Mais est dans une espèce de résistance, d'accord, parce que on doit, parce que je peux pas lâcher, et après quand ça lâche. Oui. Et du coup ça explose. Parce qu'on a attendu des fois trop longtemps. Alors, ça peut exploser comme ça peut lâcher. Donc, exploser, c'est parce que je peux faire une crise, voilà. Et lâcher, c'est parce que je tombe carrément en dépression. C'est-à-dire, c'est physique. Mon corps, il n'avance plus. Mon mental est embrouillé. Et donc, il y a des signes avant-coureurs, des symptômes un peu avant-coureurs, je dirais. C'est le rythme change, des grosses fatigues, des problèmes d'endormissement, soit je dors sur moi ou soit j'ai du mal à dormir. Voilà, c'est l'un ou l'autre. De l'irritabilité, qu'est-ce qu'il y a encore, voilà, ça peut être des sautes d'humeur, tantôt je suis euphorique, tantôt voilà. Donc c'est plein de symptômes comme ça qu'on ne repère pas forcément comme signe d'alerte qu'il y a un problème.
Mais on C'est sent déjà là, c'est insidieux. on sent qu'on est en souffrance. Il y a une petite souffrance qui s'installe. Mais tout le temps qu'on n'a pas très, 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 très mal, Ben, parce qu'on c'est est ça. résistant et fort, parce qu'il faut tenir, eh ben, on tient. Et quand ça a lâché, ben, c'est là qu'on intervient. Mais- Le warning en milieu de travail, on parle de harcèlement au travail, mais on parle aussi des fois de conditions au travail qui je pense amènent que la les deux sont personne à corrélatifs, être hein. bien au-delà de ses capacités. Pas que la personne soit incompétente, mais peut-être que dans un environnement, dans l'organisation du travail, il y a des choses qui mettent l'individu en difficulté. Et sur un plan psychologique, parce que quand je dois faire face à des consignes qui sont contradictoires, quand je dois faire face à des échéances, c'est-à-dire on me demande quelque chose, à Avec déposer le délai, un dossier oui. demain et on que j'ai sait qu'on reçu n'a le pas mail fini. hier soir à 23 heures. Donc il y a ça. Il y a des gens aussi qui sont tellement dans la crainte de perdre leur travail que eux-mêmes se mettent à être dans une surconsommation de travail, voilà, je le dirais comme ça, et dans un stress permanent. Et c'est là où le stress devient problématique parce qu'il devient stress permanent. Voilà. C'est-à-dire on se couche avec un mal de ventre parce qu'on ne sait pas si demain matin je vais rencontrer la collègue, je vais rencontrer le patron, je commence à sentir que mon ventre me fait mal et que je vais au travail à reculons. Ça, c'est qu'il y a un problème. Mais j'ai discuté avec... et même des fois, il suffit d'aller sur certains forums. J'étais allée sur un forum, c'était l'alternance, qui était... les jeunes qui étaient dessus parlaient d'alternance. J'ai été effarée par tout ce que je lisais sur le forum, quoi. Je me suis dit, mais on a beaucoup de jeunes en souffrance sur les milieux de travail. Et je parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. J'ai fait exprès à partir de là de discuter avec plusieurs alternants et ça dépendait du lieu. Et c'est là que c'est important quand même. On se dit que ça dépend de l'endroit où on est. Mais on a ça commence très jeune, cette histoire d'aller au travail avec la boule au ventre. Alors, moi, c'est ce que j'entends souvent. Je me réveille, je vais au travail. Mais moi, je me dis, mais attends, si tu vas au travail tous les matins avec la boule au ventre, est-ce que ça vaut le coup de continuer à aller au travail? Tu as peur de perdre ton travail, mais tu as la boule au ventre tous les matins, tu as mal au ventre, tu es en train de somatiser là-dessus, mais tu te rends malade à la fin. À la fin, c'est pas normal d'avoir mal au ventre tous les jours en allant au boulot. Le discours que tu tiens est un discours qui est juste. C'est pas normal d'aller au travail avec un mal de... Mais si j'ai mal au ventre parce que je vais au travail, c'est bien parce qu'il y a une situation, il y a un contexte. Mais oui. Mais je n'ai pas encore mis le doigt sur ce problème-là. Et des fois, même quand je mets le doigt dessus, la solution peut devenir la cause du problème. C'est-à-dire la cause de ce qui fait que j'ai tellement peur de perdre mon travail, ou tellement peur d'être licencié, ou tellement peur de dire que les choses ne vont pas parce que c'est moi qui vais être... On se met tout seul en difficulté. Et quand je regarde bien, c'est le rapport au travail, le rapport à l'autre, qui fait que je suis, moi, en train de vivre cette situation avec de la peur. Parce que quand tu regardes, dans un contexte professionnel, vous êtes dans une équipe, bah, c'est le même patron, c'est le même bureau, c'est la même clim, etc. Donc, c'est même pas tant le lieu de travail, le contexte du travail, c'est bien le rapport au travail, la dimension relationnelle. Pour moi, c'est mon angle, mon angle d'approche. Et quand je mets en adéquation, qu'est-ce qui fait que cette personne-là particulièrement se retrouve en difficulté dans ce contexte-là? C'est parce que ça reste un individu à part entière, une personnalité spécifique qui peut avoir ses fragilités, qui peut avoir ce qui ne l'exclut pas du monde du travail, mais ce qui nécessite que le management dans l'organisation doit prendre en compte la dimension humaine de son organisation. Oui, d'accord. Voilà. Donc très globalement, quand je le dis comme ça, sans être psychologue du travail, mais en ayant beaucoup travaillé aussi avec la médecine du travail, parce que j'accompagnais, il fut un temps, j'accompagnais des personnes qui m'étaient orientées par la médecine du travail pour le suivi psychologique, et donc j'ai pu toucher un peu du doigt cette réalité au plus près. Et c'est vrai que c'est effarant de voir comment les personnes arrivent à se faire du mal au travail
parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ah, ça reste dommage, parce que ça fait des dégâts. Hein. Alors, ça fait des dégâts de ce côté-là, mais ça aussi nécessite qu'il y ait des organisations qui soient vraiment aussi accompagnées pour que cette dimension de prise en compte de l'humain et de la qualité de vie au travail soit une donnée sine qua non dans les organisations mises en place. Ah ben oui, parce que moi je pense aussi qu'il y a un message derrière pour la partie aussi employeur. Une secrétaire part pour tel niveau, une deuxième part, une troisième part. Et là, il faut commencer à se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe. Mais de toute façon, il y a des instances. Hein. Bon, il y a la médecine du travail qui accompagne. Je pense que toutes les organisations ont leur service RH. Voilà. Heureusement, donc, les choses sont là. S'il y a un message, en tous les cas, qui doit être entendu au niveau des salariés, des travailleurs, jeunes, moins jeunes, même les jeunes qui sont en alternance, c'est que dans un contexte professionnel, il y a votre compétence, mais il y a aussi comment cette compétence est mise au service d'un environnement de travail. Et quand les deux ne sont pas en harmonie, celui qui paye les pots cassés en premier, ce sera le salarié. Et oui, parce qu'en fait, et donc il faut faire attention à sa santé au travail aussi, et c'est de votre responsabilité. Donc quand ça va pas, osez dire que ça ne va pas. C'est ce que je dis, plutôt que du jour au lendemain d'arrêter ou bien de prendre d'aller voir un médecin, donner arrêt sur arrêt, ça n'aboutit pas. Mais le plus souvent, ça commence comme ça. Mais le plus souvent, ça commence comme ça. C'est la réponse officielle. C'est la première réponse en tous les cas. C'est la première réponse parce que ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas exprimé qu'elles n'étaient pas, qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou qu'il y avait des choses qui nécessiteraient d'évoluer et de changer. Des fois, elles osent le dire, mais comme en face, la réponse, c'est soit une non-réponse, non-écoute, ou quelquefois une menace, peut-être pas une menace directe, mais elle peut se sentir, voilà. Tu continues, tu vas faire ta place, toi. Quelque part. Et c'est comme ça que les personnes le vivent. C'est pour ça qu'à un moment donné, elles se retiennent et elles font tout le temps qu'elles peuvent, elles font. Mais c'est clair, à un moment donné, ça craque. On est d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez remarqué que depuis, par rapport au fait, au niveau psychologie, est-ce que vous avez vu sous votre partie, parce qu'on parle de plus en plus de ma santé, c'était 2025, on est en 2025, on continue sur la santé mentale, on continue sur la santé en général. Mais est-ce que depuis, après le Covid, parce que la période du Covid nous a tous malmenés, je dirais qu'on a... ça dépend, il y en a qui étaient bien. Oui, il y en a qui se sont découverts d'autres facettes et d'autres expertises et puis d'autres talents, d'autres intérêts, des talents cachés. Il y en a qui sont devenus de fameux cuisiniers, même qui ont appris du chinois, enfin il y en a qui ont appris des langues. Ça n'a pas été que tout mauvais. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont optimisé. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'après, on entend ça, c'est présent comme quoi depuis après le Covid, on a quand même beaucoup plus de personnes à l'extérieur, enfin au niveau de la société, on ressent quand même cette partie de santé, au niveau du mental, je parle, qui est atteinte et qui a quand même changé la donne. D'ailleurs, on se dit, bon, moi-même, même dans la voiture, là, l'autre va klaxonner, moi, je vais laisser ma vitre levée, je vais même pas regarder, parce que même en conduisant pour un rien, on se fait agresser, on est en train de faire la queue, on a l'impression qu'il n'y a plus de communication comme avant, mais qu'on passe direct à l'acte. Et bon, en ce moment, vous avez bien vu qu'on perd beaucoup de nos jeunes aussi, il y a beaucoup de morts, là, par semaine maintenant, puis c'est que des jeunes, mais c'est entre eux-mêmes, mais c'est là quand même cette latence-là qu'on a observée après au niveau de la violence et au niveau de l'impact que ça a eu sur notre mental. Oui. La partie mentale qui fait que justement, vous les psychologues, est-ce que vous avez plus de travail? Est-ce que vous avez senti la différence ou bien pour vous, il n'y a pas eu vraiment de changement? Alors, juste après Covid, on a pris le temps de se réunir et de regarder comment les choses avaient évolué. Donc déjà, pendant cette période Covid, on avait mis en place, en lien avec l'ARS, une plateforme d'écoute. Et donc, les personnes, quand elles étaient isolées, quand elles pouvaient vivre des choses compliquées et difficiles, elles avaient un psychologue qui pouvait être à l'écoute, orienter, calmer, apaiser. Et le post-Covid nous a fait mettre le doigt sur quelque chose qu'on voyait déjà venir, à savoir que la souffrance psychologique, elle était là, bien avant Covid. Et que Covid n'a fait que mettre en avant, mettre en exergue toute cette souffrance-là qui ne pouvait
plus se contenir, parce qu'il n'y avait pas d'extérieur, il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas le travail. On était enfermés. Et dans un contexte confiné, voilà, vous mettez souffrance, frustration, violence. Un beau package. Et puis, bla, 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 bla. Donc, oui, je pense qu'il y a après Covid, une explosion de problématiques, de pathologies, mais qui était déjà latent. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais c'est l'explosion de quelque chose déjà latent. Donc, beaucoup de dépression. Je crois qu'il y a eu des passages à l'acte suicidaire également. Ils avaient donné des statistiques. Vous avez eu des personnes âgées qui sont peut-être aussi parties en mode je me laisse aller. Oui, des glissements. Vous avez des glissements, beaucoup de violences intrafamiliales, beaucoup de violences conjugales. Parce qu'on se retrouvait enfermés ensemble. Voilà. Et je dirais, tant mieux. Parce que cette souffrance-là, à un moment donné, quand elle s'exprime, elle est visible et donc on en tient compte. Oui, c'est vrai. Et je crois même que mon parcours psy vient un petit peu après. Oui. C'est juste après cette période-là, donc pouvoir permettre aux personnes avec des moyens limités de pouvoir avoir accès aux professionnels de l'écoute, donc aux psychologues. Je pense que c'est venu aussi beaucoup à ce moment-là. Quand tu parles de la violence, je pense que la violence, c'est l'expression aussi de souffrance psychologique. Du mal-être, de tout. Du mal-être, mais derrière souffrance et mal-être, moi je mettrais beaucoup de frustration, parce que on est dans une société d'hyperconsommation. Donc quand vous voyez que c'est là devant vos deux coques aux yeux et que vous pouvez pas, parce que on peut pas l'acheter, donc soit vous le faites parce que vous vous endettez, mais l'endettement. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux qui à un moment donné fonctionne très très bien, mais à un moment donné ça craque. Et donc tout ce qui est addiction, ça a été aussi assez exponentiel pendant cette période. Alcoolisation, consommation de produits toxiques, qui, avec les conséquences qu'on sait sur le plan psychologique et sur le plan physique, de la santé mentale. Cette frustration amène de la violence. Et oui, post-Covid, j'ai l'impression que les personnes, elles sont toujours sur le qui-vive. Beaucoup de violences verbales en voiture, sans compter ce qu'on a actuellement, nos jeunes qui s'entretuent. Mais là, pour moi, c'est un autre. C'est un autre contexte. C'est une autre enveloppe. Voilà, c'est un autre dossier. Oui, c'est tout à fait. On a cette violence parce que les gens sont à fleur de peau. Les gens sont à fleur de peau. Notre société est une société violente. Notre société est une société anxiogène. Oui. Et cette violence se retrouve même au niveau de l'école. Parce que alors on parle du harcèlement à l'école. Quand on voit certaines vidéos passer que des enfants sont mais le harcèlement à l'école, moi, en tant que psychologue, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté pour que des gamins de CP, de CE1, de CE2 aillent jusqu'à harceler au point de voir l'autre en larmes? Parce qu'avant, on se chamaillait à l'école, mais après, nous t'es en tiers coco, je vais t'attendre à la sortie, à la récréation, voilà, ça faisait quelque chose qui était de l'ordre de comment vivre ensemble, et comment vivre ensemble dans les conflits et dans les coups de choc, voilà, ça n'a jamais tué personne. C'est passé aux outils, mais là, c'est pas armes. du tout, mais c'est pas du tout la même chose. Non, là, et je crois que ce qu'on a en termes de signalement en milieu scolaire, pour moi, l'école, c'est la mini-société. Et donc, ce qu'on retrouve dehors, on le retrouve dans cet environnement qui est beaucoup plus concentré, d'accord, mais qui n'est que l'expression de notre monde d'adulte. Quand on voit notre monde d'adulte qui se suicident, mon Dieu, quand je vois ça, en tant que mère, ça me fend le cœur. De voir des enfants qui se suicident parce qu'ils sont harcelés à l'école, je me dis, mais on va où là comme ça? Et des fois, en tant que parent, on te dit, mais attends, tu vas pas prendre ta voiture, tu te dis, bon, c'est quand même un enfant que tu as en face de toi, tu vas pas aller malmener un autre enfant parce que ton enfant même est en danger. Mais on arrive à ça maintenant. Mais Mireille, parce que ce sont nos enfants. Mais la réponse est trop souvent, à mon sens, une réponse curative, c'est-à-dire on va traiter le problème. Moi, dès le début de ma carrière, je me suis dit, je vais anticiper et je vais faire en sorte que le problème, il puisse pas arriver. En tous les cas, s'il arrive,
que l'individu puisse avoir de quoi se protéger, le signaler, s'en sortir. Sauf que quand vous avez des enfants qui signalent, qui disent « un tel m'a embêté, un tel a soulevé ma jupe », eh ben vous avez des adultes qui disent « mais non, c'est rien, etc. Et quand un tel le fait tous les jours, là, ça peut plus être rien. À un moment donné, il faut tenir compte de ça. Mais je pense qu'on est il y a peut-être tellement une éducation pris... à faire là-dessus. Alors, c'est l'éducation, mais c'est aussi... On est pris dans une société où il faut aller vite, il faut régler les problèmes, il faut surtout pas faire que le problème devienne un boucan. Voilà. Il faut pas que ça se sache. Il faut pas que ça se sache. Et ce que j'ai remarqué également, c'est qu'on va être focus sur les problèmes qui sont bien visibles. Donc, le gamin qui va être perturbateur. Oui, on le voit bien. On va le voir bien. Mais celui qui reste dans son coin, on dit, lui, il n'a pas de problème. Mais c'est Allah qui a des problèmes là. Mais oui. Mais c'est lui qui a des problèmes il maîtrise tellement bien le truc qu'il va jouer à l'ange et puis qu'on ne va pas le voir venir. Alors, soit on ne va pas le voir venir, ou soit au contraire, c'est lui qui souffre en silence. Oui, il y a ça aussi. Parce qu'il y a deux manifestations en psychologie de « je me sens pas bien », soit je suis dans une agitation, et quand on va me regarder, on va dire « tu as un problème, mais c'est parce que tu as un problème que tu es agité et que tu nous embêtes. Donc, on va faire en sorte que tu nous embêtes pas. » Voilà. Donc, il faut discuter ou du soit problème. c'est « j'ai un problème, et je reste dans mon coin. » Et comme je ne fais pas de vagues, on va dire, tout va bien. Moi, j'ai pas de problème. Mon ado, il va bien, il me pose pas de problème, etc., etc. Pareil, ma femme, elle me pose pas de problème, etc. Donc, quand ça ne pose pas de problème, on n'est pas alerté. Alors que les signaux sont là. Ils sont là. On devrait commencer à se dire, c'est bizarre. Exact. Et il y a toujours un moment où on se dit, c'est bizarre. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. C'est ce que j'appelle l'instinct. Mais on a le réflexe, malheureusement, comme on est des gens actifs et comme il faut apporter des solutions, on va courir faire le pompier, là où il y a déjà le feu qui est déjà en train de monter. Alors que, des fois, la braise... Et pour moi, la prévention, c'est vraiment le bœuf à bas. Et quand on regarde, c'est le parent pauvre de nos politique publique. Et moi, je ne dis rien. Je le dis, deux mots qu'on entend tout le temps. Le stress, ça rend malade si on ne gère pas. Et la prévention, mais purée, c'est marqué prévention partout, mais plus on avance, plus on se dit, mais là, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention, pour moi, c'est du continu. C'est important. La prévention, c'est pas la journée, un tel, tout le temps. Le moment, un tel, l'événement, un tel. Pour moi, la prévention, ça devrait être tout au long de l'année. Et ça nous empêche d'arriver vers des catastrophes ou vers des moments où, effectivement, on aurait dû avant aussi. Et le mot toujours si et si. En tous les cas, on arrive au terme de notre émission, mine de rien, et ça passe très vite. Et c'est un sujet intéressant. Mais maintenant, je me dirais, focus sur le prochain atelier. C'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche 22 avril. C'est dimanche 22 avril, Gabi et Gabou au Gros Morne. Donc, il faut apporter son pique-nique. On va faire un collier canari. Et donc, 3 beaux ateliers nous attendent pour échanger, parler, sexualité, sans tabou. Ah oui, libérer la parole, c'est important. Là, de plus en plus. Moi, j'engage tous ceux qui peuvent le faire parce que j'ai tellement peu de week-ends que quand j'en ai un, j'essaie, mon Dieu, de lâcher surtout. Donc, on peut même pas me demander de venir tel endroit parce que j'ai des fois, je rentre même dans une espèce de cocon. Je me dis, j'ai que week-end. Là, c'est un dimanche et franchement, c'est vraiment un lieu où on peut pique-niquer. Donc, c'est pour ça que cette formule, je trouve très bien parce que ça fait les deux. Voilà, on sera pas dans une conférence. On va prendre le temps pour se retrouver. Voilà, pour se retrouver. Moi, je vais vous dire, je suis très contente de vous avoir reçu, toujours contente de parler de la santé à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Et puis, je dirais à tous ceux qui, effectivement, ont du mal sur cette partie, il faut pas hésiter à aller à une séance, faut pas hésiter à aller. On est en train de le dire, la prévention, c'est le chef-d'œuvre, le maître de chantier, c'est ça. Prévenir pour guérir, il faut continuer qu'on le fasse. Je dis à tous les jeunes qui sont en stage et qui ont du mal de mettre le doigt, de parler, de ne pas avoir peur de dire quand il y a quelque chose qui vous semble bizarre sur un lieu de stage, parce que vous n'avez pas à subir des choses que vous ne voulez pas subir, et puis qu'on est en 2026 à l'heure du consentement. Un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. Moi, j'aime bien le dire. Et il faut pas aller essayer de traduire un oui en essayant de transformer, un non en essayant de transformer. Donc, restons vigilants sur cette partie-là. Et puis,
On se verra sur notre thème d'émission. Parfait. Déjà, le thème de la sexualité, on l'a survolé, Mireille. Oui, donc, s'il vaste. faut qu'on y retourne avec des sujets plus précis, ce serait avec un réel plaisir. Voilà. Donc, on va se dire à bientôt pour une prochaine émission. Merci à Félix d'être passé nous voir. Merci encore pour l'invitation. Prenez soin de vous. Hein. C'est le message qu'il faut faire passer. Qu'on sache prendre soin de nous. Parce que maintenant, c'est devenu... c'est un challenge. Ben, ça a toujours été. Après, c'est comment on le fait et comment on le fait au mieux. Mais ça a toujours été. Moi, je me dis, chaque anniversaire qui passe, mon Dieu, tu es vivant, tu marches, tu parles, ben, alléluia, profite de ta journée, puis fais tout ce que tu as envie de faire, parce qu'on ne sait jamais ce que sera l'année d'après. C'est clair. Donc, et la santé passe par l'alimentation, par le psychologique, par le bien-être physique, par le bien-être mental, voilà. Ça et c'est pour ça qu'à chaque palier... Et par le bien-être relationnel. Ah, c'est cela, il ne faut pas le laisser de côté. D'accord. Eh bien, on est arrivé au terme de l'émission. On se dit à bientôt pour un autre thème. Et puis, on l'a dit, hein, savoir se préserver et puis prendre soin de soi reste très important de nos jours. Donc, voilà. Et puis, Félix, pour dimanche, j'espère que ton groupe de personnes sera complet et que vous allez pouvoir lâcher prise sur un beau cadre et puis pouvoir parler en enlevant les barrières. Je ne sais pas si ça va. Tu me diras. Oui, on fera un petit retour. Nous dire ce qu'il en est après. Retour. En tous les cas, d'accord. Merci beaucoup et puis à dimanche pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Le mot de la fin a été dit.